Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'écouter cette présentation et merci aux organisateurs et organisatrices d'avoir accepté ma présentation. Je m'appelle donc Aymeric Brody, je suis sociologue, enseignant-chercheur à Epitech Paris et depuis une quinzaine d'années environ, mes recherches portent sur la question du jeu et en particulier sur les pratiques des jeux d'argent et la place qu'elles occupent dans la vie des joueurs. J'y reviendrai évidemment plus en détail dans un instant, mais dans le cadre de mes recherches, j'ai réalisé plusieurs enquêtes de terrain sur ce sujet, notamment auprès des joueurs amateurs de poker, mais aussi auprès de joueurs dits pathologiques ou compulsifs. C'est précisément sur la base de ces deux enquêtes que s'appuie ma présentation du jour, intitulée La gamification de la vie des joueurs, entre passion ordinaire et obsessive. Permettez-moi tout d'abord de préciser que cette présentation s'appuie sur un chapitre publié en 2021 dans un ouvrage collectif intitulé en français La gamification de la société vers un régime du jeu, chez East Edition, et paru également en anglais chez Wiley sous le titre The Gamification of Society. Je précise donc que la plupart des analyses que je développerai ici sont tirées de ce chapitre d'ouvrage dont je vous donnerai la référence précise au terme de mon intervention. Comme je le disais en préambule, mes recherches portent donc sur les pratiques des jeux d'argent, et en particulier sur deux populations spécifiques que sont les joueurs amateurs de poker et les joueurs dits pathologiques ou compulsifs. J'ai rencontré les premiers dans le cadre d'une enquête réalisée en France entre 2006 et 2011, durant laquelle j'ai eu l'occasion d'investiguer différents terrains de jeu, allant de petites parties de poker entre amis, à un tournoi de poker à grande échelle rassemblant plusieurs milliers de joueurs amateurs, en passant par les sites de poker en ligne dans le cadre de parties gratuites ou à faible enjeu. Différents terrains de jeu, donc, qui m'ont permis à la fois d'observer les pratiques des joueurs qui s'y inscrivent, mais aussi de les interroger par entretien et par questionnaire sur leur rapport au jeu et la place que celui-ci occupe dans leur vie. Je ne reviendrai pas ici sur le détail des résultats de cette enquête, pour cela j'indiquerai quelques références en bibliographie, mais disons simplement que la plupart des joueurs rencontrés sur ces terrains partagent une passion ordinaire pour ce jeu d'argent, qu'ils perçoivent en fait comme une pratique de loisir parmi d'autres. Certes, ils sont parfois très engagés dans leur pratique, mais cet engagement demeure relativement limité, notamment sur le plan monétaire, et n'aurait pas, selon eux, de conséquences néfastes en dehors du jeu. C'est d'ailleurs pourquoi 98% des joueurs interrogés lors du tournoi de mon enquête se définissent comme des joueurs amateurs, se distinguant ainsi à la fois des joueurs professionnels ou semi-professionnels, qui aspirent donc à gagner leur vie grâce aux revenus du jeu, mais aussi des joueurs dits pathologiques ou compulsifs dont le comportement serait, de leur point de vue, irrationnel et excessif. Or, ce sont précisément ces joueurs dits pathologiques ou compulsifs que j'ai ensuite cherché à rencontrer dans le cadre d'une seconde enquête de terrain, menée à la fois en France et en Belgique. Pour ce faire, je me suis alors tourné vers des groupes de parole spécialement dédiés aux joueurs ayant des problèmes d'addiction aux jeux d'argent, toutes pratiques du jeu confondues cette fois. Parmi les différents groupes avec lesquels je suis entré en contact, j'ai notamment rencontré un groupe de joueurs anonymes, donc un groupe d'entraide, de pairs aidants, qui se réunissait chaque semaine à Bruxelles et dont j'ai pu suivre les réunions durant près d'un an. Outre les observations effectuées lors de ces réunions, j'ai également réalisé des entretiens avec la plupart des membres du groupe, ce qui m'a finalement permis de mieux comprendre la place que le jeu occupe dans leur vie. Comme nous le verrons par la suite en nous focalisant sur ces entretiens, c'est un sentiment d'envahissement qui domine leur récit. Le jeu apparaissant à leurs yeux comme une force extérieure qu'ils seraient incapables de contrôler et qui aurait fini par envahir leur vie tout entière. Se définissant eux-mêmes comme des joueurs pathologiques ou compulsifs, suivant un auto-étiquetage collectif promu par les joueurs anonymes, ils se distinguent donc à leur tour des joueurs ordinaires par cette incapacité à garder le contrôle de leur pratique du jeu et par les conséquences néfastes que celle-ci peut avoir dans leur vie. Perte financière, endettement, isolement, désaffiliation, séparation, perte d'emploi, dépression, voire tentative de suicide pour certains. Au final, contrairement aux joueurs amateurs de ma première enquête, dont je disais à l'instant qu'ils inscrivaient leur pratique du jeu dans le registre des passions ordinaires, en me référant alors aux travaux de Christian Bromberger, ces derniers entretiendraient avec le jeu ce que nous pourrions nommer avec Robert Vallerand une passion obsessive, au sens où elle exercerait une sorte de pression poussant les joueurs à s'investir toujours davantage à l'intérieur du jeu et à délaisser les autres domaines de leur existence. Suivant ainsi un modèle dualiste de la passion proposé par Vallerand et ses collaborateurs, passion ordinaire ou harmonieuse d'une part et passion obsessive ou compulsive d'autre part seraient comme les deux faces d'une même pièce qui, selon les circonstances et les contingences de la vie,
pourrait tout aussi bien basculer d'un côté ou de l'autre. Côté pile, si j'ose dire, on trouverait donc des joueurs pouvant s'engager pleinement à l'intérieur du jeu tout en restant capables de garder le contrôle de leurs pratiques et d'investir d'autres activités. Et côté face, des joueurs ayant progressivement perdu cette capacité au point que leur vie tout entière serait désormais envahie par le jeu. Pour prendre la mesure du fossé qui sépare ces deux profils de joueurs, je vous laisse maintenant, si vous le souhaitez, prendre connaissance des deux prochaines diapositives qui illustrent mon propos à travers deux extraits d'entretien réalisés pour le premier avec un joueur amateur de poker, c'est la diapositive numéro 4, et pour le second avec un joueur dit pathologique ou compulsif, c'est la diapositive 5. Sinon, je vous donne rendez-vous à la diapositive numéro 6 pour vous présenter le plan de mon intervention. Réalisés entre 2006 et 2018, les entretiens que j'ai menés avec ces joueurs s'inscrivent alors dans un contexte particulier, qui coïncide notamment avec la montée en puissance des jeux d'argent en ligne, et plus globalement avec le développement de l'industrie du jeu. En France comme en Belgique, le secteur des jeux d'argent a en effet connu une forte croissance ces 20 dernières années. Le volume total des mises enregistrées par les opérateurs de jeux français étant par exemple passé de 24 milliards d'euros en 2000 à 48 milliards d'euros en 2017, soit une augmentation de plus de 50%. La tendance générale est donc à la hausse, en particulier pour les opérateurs de jeux en ligne, qui représentent aujourd'hui environ 1/5 du marché. Un accroissement de l'industrie des jeux d'argent qui se traduit alors par une augmentation des dépenses dans la population. Les dépenses nettes liées aux jeux par habitant, non déduites des gains, étant ainsi passées de 133 € par an en 2000 à 199 en 2017, soit une augmentation de 67%. Rappelons d'ailleurs que la part des dépenses consacrées aux jeux d'argent n'est pas la même selon le profil des joueurs étudiés. Les joueurs dits pathologiques ou excessifs assument en l'occurrence plus d'1/5 des dépenses totales de l'ensemble des joueurs, 20% environ. Et ce, alors même qu'ils ne représentent que 0,4% de la population française, selon une enquête de l'Observatoire des jeux réalisée en 2014, ce qui est également le cas en Belgique, selon les dernières données disponibles. Certes, il s'agit là d'une infime minorité de la population, auquel viendront s'ajouter l'ensemble des joueurs à risque faible ou modéré, dont peut-être certains joueurs amateurs de poker font partie, mais les dépenses qu'ils consacrent au jeu et les risques que ces joueurs encourent justifient sans doute qu'on leur prête une attention particulière, d'autant qu'ils semblent particulièrement sensibles, comme nous le verrons par la suite, aux effets de cet envahissement de la vie par le jeu, pour reprendre une expression de l'économiste Alain Cotta. Si les résultats des deux enquêtes que j'ai menées sur le terrain n'ont de valeur heuristique qu'au regard du contexte dans lequel je les ai réalisés, je propose précisément ici de les resituer dans ce contexte particulier qui, dans une certaine mesure, affecte à la fois les joueurs amateurs de ma première enquête et les joueurs pathologiques de la seconde. Pour ce faire, je m'appuierai sur le concept de gamification, donc, qui, dans une acception élargie, me semble pouvoir rendre compte des effets de ce contexte sur la vie des joueurs en question. Après avoir précisé la définition que j'en donne, nous nous pencherons donc sur le récit de ces joueurs afin de comparer les effets que cet envahissement de la vie par le jeu ou cette gamification peut avoir sur les uns comme sur les autres. Que faut-il donc entendre par gamification ou gamblification en mauvais français? Et en quoi ce concept est-il utile pour décrire le contexte dans lequel s'inscrivent nos deux enquêtes? Précisons tout d'abord que ce dernier s'inspire du concept de gamification, que l'on pourrait définir au sens strict comme le fait d'intégrer des dispositifs ludiques généralement issus des jeux vidéo dans des domaines autres que le jeu. C'est le cas par exemple des serious games, ces dispositifs vidéoludiques dont la finalité première n'est pas le simple divertissement, mais qui justement s'appuient sur le divertissement pour atteindre des objectifs liés à la formation, l'éducation, la santé, la politique ou la communication par exemple. Autrement dit, il s'agit ici d'un dispositif technique qui consiste à instrumentaliser le jeu, au sens du game, à des fins autres que le jeu lui-même, au sens du play. Cela étant, on emploierait également le terme de gamification pour désigner par exemple l'intégration de certains principes ludiques qui ne relèvent pas d'un dispositif vidéoludique type serious game, mais par exemple de l'organisation d'un jeu de rôle en entreprise ou de l'aménagement d'un espace de jeu dans un contexte professionnel par exemple. En ce sens, certains auteurs,
comme Aide Silva Ochoa, propose dans un article paru en 2013 dans la revue Sciences du jeu de définir plus largement la gamification comme, je cite, un élargissement du paradigme ludique à des domaines dont il est censé être habituellement exclu, c'est-à-dire comme une extension du domaine du jeu, pour reprendre une expression du philosophe Jacques Henriot. C'est cette définition élargie que nous souhaitons appliquer au concept de gamification. À l'instar du concept de gamification, celui de gamification se définit d'abord comme l'intégration de dispositifs ludiques issus des jeux d'argent dans des domaines autres que le jeu d'argent, et en particulier dans le domaine du jeu lui-même, au sens du gaming et non du gambling. C'est l'exemple des lootbox, ces sortes de loteries payantes intégrées aux jeux vidéo qui permettent aux joueurs d'obtenir de façon aléatoire certains accessoires se révélant utiles pour progresser plus vite à l'intérieur du jeu. Au fond, ces dispositifs ludo-monétaires, comme on pourrait les nommer, participent d'une monétarisation des jeux vidéo, en renforçant la logique du pay-to-win. Mais cela passe donc aussi par un processus de gamification qui consiste, selon la définition de Kérouz et Savard, à introduire dans le jeu des caractéristiques propres au jeu de hasard et d'argent, comme le principe du tirage aléatoire ou de la mise monétaire, par exemple. Or, ce processus ne concerne pas seulement les jeux vidéo, comme en témoigne la littérature scientifique sur le sujet. Ainsi, certains auteurs n'hésitent pas à appliquer ce concept à des domaines autres que le jeu, comme la publicité ou le sponsoring des équipes de sport par des sites de paris en ligne, par exemple. Dans ce cas, il ne s'agit pas simplement d'intégrer des dispositifs ludiques issus des jeux d'argent à des domaines autres que le jeu d'argent, mais par extension, de permettre à l'industrie des jeux d'argent de s'implanter dans de nouveaux secteurs d'activité et par conséquent de s'adresser à de nouveaux publics. Sans transformer l'activité elle-même, ces publicités s'inscrivent progressivement dans le décor du jeu au point de faire de celui-ci le support d'un pari. No bet, no game, pour reprendre le slogan publicitaire d'un site de paris sportif en ligne. Autrement dit, pour reprendre l'étymologie du mot gamification, il s'agirait simplement ici de rendre le jeu d'argent ou le pari accessible, possible, là où il ne l'est pas encore. C'est ce processus d'extension du domaine des jeux d'argent que je propose d'appeler gamification. Un processus qui procéderait donc notamment du développement de l'ensemble des dispositifs techniques et des procédés marketing ou publicitaires qui visent à rendre la pratique des jeux d'argent possible et accessible là où elle ne l'est pas encore. Au premier rang desquels, sans doute, le développement même des jeux d'argent en ligne, puisque ces derniers ont précisément permis de rendre la pratique des jeux d'argent possible en dehors des espaces de jeux consacrés, comme les casinos, et ainsi de la rendre accessible au plus grand nombre. Au final, c'est donc bien d'un élargissement du paradigme des jeux d'argent dont il est question. Cette définition élargie permettant à la fois de saisir la logique globale à laquelle participe la gamification au sens strict, et comme nous le verrons, de décrire les effets que ce processus global peut avoir sur la vie des joueurs. Ce que nous verrons donc maintenant à travers le récit des joueurs interrogés lors de nos deux enquêtes. Prenons tout d'abord l'exemple de Rodolphe, un joueur amateur de poker de 26 ans que nous avons interrogé au printemps 2007 après l'avoir observé jouer à plusieurs reprises dans son cercle d'amis et qui, comme vous avez pu le constater à la lecture de la diapositive numéro 4, se présente comme un joueur raisonnable, même s'il ne cache pas dans ce nouvel extrait l'intense passion qui l'anime et la place que le jeu occupe dans sa vie quotidienne. Je le cite: « Le poker occupe une place super importante dans ma vie. Il n'y a pas une seule journée où je n'y pense pas. Ça ne m'arrive jamais. Tous les jours, j'y pense, c'est évident. Mais c'est pas pour autant que ça m'obsède. C'est juste un truc qui me passionne, insiste-t-il. » S'il se défend donc d'en faire une obsession, Rodolphe n'en est pas moins captivé par ce jeu auquel il pense chaque jour. D'ailleurs, il n'est pas le seul à y penser régulièrement, puisqu'il en parle souvent aussi avec ses camarades de jeu, y compris au détour d'une conversation dont l'objet n'est pas forcément le jeu lui-même. Je cite encore: « On a utilisé un terme du poker, donc c'est un jeu, alors qu'on n'est pas du tout autour d'une table et qu'on ne parlait pas du tout de ça. Mais ça revient quand même sur le tapis. » Alors là, si cette dernière phrase suscite nos rires, c'est précisément parce qu'elle illustre, à travers la métaphore du tapis de jeu, cette tendance des joueurs amateurs de poker à utiliser des images ou des expressions issues du jeu
pour ensuite les transposer dans la vie de tous les jours. Une tendance que nous avons observée à maintes reprises auprès des joueurs amateurs de poker de mon enquête, comme si le jeu finalement se déployait progressivement dans leurs discours et leurs interactions verbales, y compris donc lorsqu'il n'est pas question de jeu. Or, ce faisant, la métaphore déplace le jeu au-delà de ses frontières traditionnelles, ce que nous pourrons constater dans la diapositive suivante. En effet, parmi ces frontières, il y a notamment celle qui sépare le jeu et le travail. Une frontière hautement symbolique que Rodolphe n'hésite pas à franchir durant notre entretien, utilisant à plusieurs reprises la métaphore du jeu pour parler de son activité professionnelle. Précisons que ce dernier exerce alors le métier de vendeur, ce qui a pu le conduire à travailler dans des foires ou des salons, comme il nous le raconte dans ce nouvel extrait d'entretien. Je cite: « En travaillant dans les salons, j'ai appris à aiguiser mon œil et à lire les gens. C'est toi et ta lecture, et dans le poker, c'est la même chose. » Réinvestissant ainsi le vocabulaire du poker pour décrire son expérience de vendeur, Rodolphe file ici la métaphore comme si le poker était finalement devenu un jeu de langage permettant de décrire sous une forme ludique une situation qui pourtant n'est pas de l'ordre du jeu. Par conséquent, l'usage de cette métaphore ludique témoigne d'une extension du domaine du jeu, puisque pour reprendre Henriot, l'idée même de jeu en vient effectivement à s'appliquer à des réalités, à des situations, à des conduites à propos desquelles son emploi, récemment encore, eût paru déplacé. Fin de citation. Or, ce jeu de langage n'est pas sans conséquence sur la vie du joueur, puisque, à en croire son récit, Rodolphe aurait fini par adopter dans son travail une attitude ludique, consistant en l'occurrence à tenter de lire les intentions de ses clients, comme il le ferait dans le cadre d'une partie de poker. D'ailleurs, il le reconnaît lui-même, je cite: « Ce que j'ai appris au poker, ça m'a servi dans mon travail, et inversement. » Fin de citation. Certes, la pratique du poker demeure à ses yeux une passion ordinaire qui n'a pas de conséquences néfastes sur sa vie quotidienne, mais en donnant ainsi une coloration ludique à des situations qui a priori ne relèvent pas d'un jeu, Rodolphe, comme de nombreux joueurs amateurs de notre enquête, contribue donc à un élargissement du paradigme du jeu. Alors voyons maintenant comment cette extension du domaine du jeu s'exprime dans les récits des joueurs dits pathologiques ou compulsifs que j'ai rencontrés sur le terrain de ma seconde enquête. En commençant par l'exemple de Melvin, un jeune homme de 28 ans que j'ai rencontré en octobre 2018 à la suite d'une réunion des joueurs anonymes de Bruxelles. Dans cet extrait d'entretien, ce joueur compulsif nous raconte avec une certaine amertume comment son addiction au jeu lui a non seulement fait perdre de l'argent, mais l'a aussi conduit à s'isoler de ses amis. Je cite: « Je savais qu'il y avait un problème puisque tout l'argent que j'avais, il partait là-dedans. Et tous les amis que j'avais, j'en ai quasiment plus aujourd'hui. J'en ai plus du tout même. C'est à cause du jeu tout ça. Le jeu m'a isolé de tout. Le jeu m'a pourri la vie. Toute ma vie, il l'a pourri. » Contrairement au récit de Rodolphe, on mesure ici avec Melvin les conséquences néfastes que la pratique des jeux d'argent peut avoir dans la vie des joueurs, que ce soit sur le plan financier ou relationnel. Loin de voir le jeu comme une forme de sociabilité comme les autres, Melvin en fait d'ailleurs la cause de son isolement. En effet, c'est bien le jeu qui, selon lui pourrit la vie. Pour ce dernier comme pour les autres membres du groupe que j'ai interrogé, le jeu est ainsi vécu comme une force envahissante et destructrice qui aurait en quelque sorte pris le contrôle de leur vie, au point de ne plus laisser de place au reste de leur existence. Une force externe, en quelque sorte, que ces joueurs auraient fini par intérioriser et qui les pousserait à se projeter sans cesse à l'intérieur du jeu et qui viendrait ainsi nourrir une passion que l'on pourrait qualifier de dévorante. Je cite: « Il y avait toujours ce petit truc qui me disait « je pourrais être en train de jouer là », conclut Melvin. Alors citons pour finir un extrait d'entretien réalisé avec Marc, un commercial de 53 ans que nous avons lui aussi rencontré lors d'une réunion de ce groupe d'entraide. Se définissant également comme un joueur compulsif, alors même qu'il est abstinent depuis 17 ans, il évoque dans cet extrait d'entretien le risque que représente selon lui le développement actuel des jeux d'argent. Permettez-moi de vous lire ce dernier extrait dans son intégralité, car il témoigne de ce sentiment d'envahissement de la vie par le jeu qui est donc l'objet de mon propos. À l'époque où je jouais, le jeu était partout, mais pas autant que maintenant. Maintenant, je pense que c'est encore pire. Si tu regardes à la télé, toutes les pubs pour les sites comme bwin ou Unibet, tous les casinos que tu as, toutes les agences de paris, aujourd'hui tu peux faire des paris sur tout, sur le foot, sur un match de tennis, sur n'importe quoi. Ça n'existait pas de mon temps.
Maintenant, tu as, comment ça s'appelle? Les Ladbrokes. Ça non plus, ça n'existait pas. Une chance pour moi parce que moi, j'ai touché à tout, jeu de grattage, loterie, loto, plein de trucs. Tout ce qui existait, j'y jouais. Donc si tout ça avait existé de mon temps, j'y aurais joué aussi. Maintenant, tu peux jouer sur ton portable, sur ton ordinateur, sur ton iPad. Heureusement pour moi, ça n'existait pas parce que sinon, j'y aurais joué même au travail. Le jeu te prend jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors malgré une longue abstinence qui force le respect des autres membres du groupe et lui donne une certaine confiance dans sa capacité à résister au jeu, Marc voit donc toujours ce dernier comme une tentation permanente qui ne ferait que s'amplifier avec le développement actuel des jeux d'argent. Comme une force d'attraction que les joueurs compulsifs ne sauraient contrôler, le jeu, dit-il, te prend jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cette dernière sentence montre bien comment certains joueurs, parmi les plus vulnérables, peuvent être directement affectés par ce processus d'extension que je propose donc de nommer gamification. En parlant d'un processus de gamification, d'un envahissement de la vie par le jeu, comme je l'ai fait dans le cadre de cette présentation, c'est donc d'abord au développement de l'industrie des jeux d'argent et aux effets qu'il peut avoir sur la vie des joueurs que je songe. En sachant que, pour reprendre à nouveau Alain Cotta, l'importance croissante des ressources financières que nous consacrons aux jeux d'argent n'est que l'un des aspects de l'envahissement ludique de tout notre champ social. Outre donc l'ensemble des dispositifs techniques et des procédés marketing ou publicitaires qui visent à rendre la pratique des jeux d'argent possible et accessible là où elle ne l'est pas encore, pour reprendre la définition que j'ai donnée préalablement, il convient ainsi d'observer que cette extension du domaine du jeu, en l'occurrence ici celle du jeu d'argent, ne tient donc pas seulement à ce que l'on joue davantage, pour citer cette fois-ci Henriot, mais plus profondément, plus radicalement. Que retenir alors de ces extraits d'entretien qui, à bien des égards, nous alertent sur la place qu'occupent les jeux d'argent dans la vie de ces joueurs passionnés? D'abord, insistons sur le fait que la gamification telle que nous l'avons définie n'est pas seulement un jeu de langage qui déplacerait le sens que l'on donne à la pratique des jeux d'argent, mais c'est aussi une réalité sociale qui affecte directement les joueurs. Ensuite, il faut considérer que parmi eux, il existe des joueurs particulièrement vulnérables qui, en s'adonnant à ces jeux, auraient nourri une passion qu'ils ne parviendraient plus à contrôler. Certes, ces joueurs dits pathologiques ou compulsifs ne représentent qu'une infime partie de la population des joueurs, mais la façon dont certains d'entre eux vivent ce processus de gamification ne devrait pas manquer de nous interroger. En effet, il y a tout lieu de réfléchir, à mon avis, à ce sentiment d'impuissance qu'évoquent ces joueurs dans leur récit. Surtout si les opérateurs de jeu, qui sont en fait les premiers responsables de cette expansion du domaine des jeux d'argent, en viennent à rejeter la responsabilité sur les joueurs eux-mêmes, à travers leur politique de jeu responsable, par exemple. Enfin, si nous avons utilisé le concept de gamification dans un sens très large, rappelons que les transformations et les évolutions technologiques que nous avons évoquées dans un premier temps participent directement de ce processus d'extension et que cela nous invite non seulement à questionner les frontières existant traditionnellement entre le jeu et la vie quotidienne, mais aussi entre le jeu, au sens du gaming, et le jeu d'argent, gambling. Des frontières qui, à bien des égards, tendraient donc aujourd'hui à s'effacer. Si on connaît encore assez mal les effets concrets que ces transformations peuvent avoir sur le comportement des joueurs, en réinscrivant ce phénomène dans un contexte plus large d'extension du domaine des jeux d'argent, qui lui-même d'ailleurs s'inscrit dans un contexte global de gamification de la vie, nous avons vu qu'il n'était vraisemblablement pas sans conséquence sur la vie des joueurs. Je vous remercie de votre attention et vous laisse donc prendre connaissance des références bibliographiques utilisées pour cette présentation.